Merci pour cette introduction et merci surtout au Dr Nem qui a quasiment tout dit pour moi. Puisqu'en fait la grosse partie c'était la sienne puisque la plupart des choses sont déjà résolues avec la radiographie. Alors les chiffres, on en a vu plein défiler. Globalement, je suis à peu près dans la tendance, surtout si on enlève la problématique de l'infection. Et c'est quand même assez difficile de présenter un overview de l'imagerie dans la reprise de prothèse sans parler d'infection. Mais bon, je vous remercie pour le challenge. En gros, il nous reste trois choses. Donc, le scanner, l'échographie, l'IRM. J'ai quand même remis une slide sur la radio parce que c'est vraiment la base, c'est ce que vous utilisez tous les jours et ça répond à la majeure partie des questions. Et surtout, la sémiologie qu'on va utiliser pour les autres techniques d'imagerie est largement la même, notamment le scanner, c'est exactement la même chose, à la différence près qu'on aura des reconstructions volumiques qui permettront d'être un petit peu plus sensibles pour la détection de ces signes, mais ça sera exactement les mêmes. Donc ensuite, comment est-ce qu'on fait le scanner? Est-ce qu'il faut les faire de façon assez fine? De toute façon, aujourd'hui, c'est relativement standardisé. Les gammes de scanners qu'on a permettent de faire une bonne qualité d'image pour à peu près toutes les machines. Et puis ensuite, on peut se poser 1 minute, 10 secondes sur la réduction d'artefacts. Est-ce qu'il faut faire une réduction d'artefacts? Oui, non, laquelle? Il y a 3 modalités aujourd'hui. Il y a la plus ancienne, c'est reconstruction itérative. Ensuite, on a de l'intelligence artificielle et on a le double énergie. Peu importe, chacune de ces techniques a des avantages, ça s'améliore au fil du temps. S'il y a une chose à retenir, c'est que, vous voyez, je vous le mets sans et avec reconstruction. Suivant ce que vous regardez, vous allez préférer l'une ou l'autre. Donc, premier message, à mon avis, il faut regarder les deux. Vous avez envie de savoir si la tête en céramique est cassée. Voilà une très belle reconstruction avec limitation d'artefacts. Qu'est-ce que vous pensez de la tête? Vous regardez sans réduction d'artefacts, qu'est-ce que vous pensez de la tête? Regardez bien les deux. Voilà, donc ensuite les signes, le reste, c'est exactement la même symptomatologie. On a du 3D, c'est un peu irradiant, donc oui, il faut faire attention. Il y a un coût donc pour le patient, pour l'institution, pour tout le monde, mais globalement, ça reste une très bonne technique quand on veut avancer et qu'on n'a pas ce qu'il nous faut pour conclure sur les radiographies et la clinique. Voilà, s'il y a une lecture à avoir quand vous sortirez et que vous voulez avoir une idée un peu claire sur les modalités après la radiographie, je vous propose celle-là. Elle est très bien faite et globalement, ça résume absolument tout ce que je pourrais vous parler en 9 minutes, mais dont je n'aurai pas le temps de faire. Donc si on regarde d'abord les fractures prothétiques, l'intérêt c'est essentiellement le scanner, parce que vous avez que le scanner, on le retrouve pour absolument toutes les complications. En général, on n'en a pas besoin. Si les radios sont suffisantes, c'est parfait. S'il y a des doutes sur l'intégration, sur une fracture associée du ciment ou sur d'autres anomalies qui peuvent vous orienter sur le matériel que vous allez avoir à prendre ou la façon dont vous allez planifier votre chirurgie, vous allez faire un scanner. Quand vous avez des luxations, la première chose, c'est est-ce que c'est une luxation primaire, une luxation secondaire. Dans tous les cas, vous allez toujours bien regarder que le PE soit bien en place si on a une pièce intermédiaire et qu'elle ne soit pas luxée. Et vous allez chercher s'il n'y a pas une fracture associée. Ça fait partie des éléments qu'on va regarder. Ça, on va le regarder également pour les luxations secondaires, mais on va aussi regarder à ce moment-là, de façon un peu plus précise, si on n'a pas d'anomalie de désorientation d'un plan. Voir si on n'a pas une cause avec un décèlement, une perte de substance, un granulome sous-jacent. Et puis ensuite, on peut quand même regarder les parties molles au scanner. Il faut les regarder parce que des fois, on voit qu'il y a une amyotrophie musculaire, on peut avoir des lésions tendineuses. On les voit moins bien que sur l'IRM ou l'échographie. On pourra associer les examens, mais ne pas les regarder au scanner, c'est dommage. Donc voilà un exemple. Luxation. Quand on restaure l'anatomie, on se rend bien compte qu'elle n'est pas tout à fait centrée. Et quand on regarde, le PE est resté au niveau des glutéaux. On le cherche avec le scanner. Quand on a des choses complexes comme celle-là, on sait qu'on va avoir des reprises à faire. Le bilan est essentiellement pour planifier sa chirurgie. Quand on a une atteinte avec une faillite du matériel, c'est un petit peu la même chose. On va déjà regarder est-ce qu'on a des signes d'usure, quels composants, et rechercher les lésions sous-jacentes avec notamment les ostéolyses qui pourraient s'associer à l'érosion du matériel, les collections qui sont très rapidement associées, et puis prévoir sa chirurgie également.
Donc je vous montre quelques exemples assez rapidement où là, on sait que quand on a un gros chantier à prévoir, on aura peut-être envie d'avoir une analyse un peu plus fine que sur la radiographie. Alors après, tout à l'heure, j'ai entendu le docteur Bonin expliquer beaucoup de bien de la scintigraphie. Alors aujourd'hui, on est surtout sur le SPECT-CT, c'est-à-dire c'est une scintigraphie qui est associée au scanner. Donc en fait, on a déjà le scanner. Si on a uniquement le scanner, on peut évaluer un peu plus précisément les décollements sur les interfaces, c'est vrai, mais on a quand même, moi je suis d'accord, un gros intérêt de la scintigraphie et peut-être demain de l'IRM. Alors l'IRM, on commence à voir des hypersignaux parce qu'on a des réductions d'artefacts. C'est encore un petit peu moins performant, mais je pense que dans l'avenir, ça pourrait être une alternative intéressante. En 2023, il y a des équipes qui commencent à travailler avec, mais c'est vrai que la majeure partie, c'est encore le SPECT-CT. Alors l'IRM, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'en demande, est-ce que j'en demande pas, est-ce que je fais une réduction d'artefacts ou pas? Donc voilà l'image de gauche sans réduction d'artefacts, avec réduction d'artefacts à droite. Donc on voit bien mieux les structures à côté au prix d'une résolution qui est un petit peu moins bonne. Ah, ça c'est aussi une séquence avec réduction d'artefacts. Ben, ça ne marche pas à tous les coups. Ça c'est une séquence sans réduction d'artefacts et on voit très bien. Oui, parce que ça dépend majoritairement du matériel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est connaître son matériel, savoir s'il est très magnétique ou pas. S'il ne l'est pas beaucoup, des fois, des séquences même sans artifice de réduction de métal, ça peut marcher très bien. Donc, quand on ne sait pas, à la limite, on essaye. Si ça ne marche pas, eh ben, on le met dans un coin de sa tête, on sait quel matériel sera éligible ou pas. D'accord, donc ça, dans les lésions de matériel, les usures, c'est très bien. Quand on va aller chercher des granulomes, c'est très bien. Quand on veut chercher des anomalies au niveau des parties molles, c'est bien. Au niveau des interfaces et du décèlement, je vous ai dit, on n'est pas encore tout à fait au niveau avec l'IRM. Et l'échographie, alors l'échographie, c'est quand même génial. C'est une très bonne résolution en superficialité. C'est très bien pour voir les parties molles. Par contre, on ne voit que la superficie du matériel et de l'os. Mais finalement, on voit plein de choses. Et on ne parle pas du tout de l'infection, mais à l'infection, il y aurait plein de choses à dire avec l'échographie. Donc c'est très bien pour voir les collections, c'est très bien pour voir les anomalies du psoas, on va en parler après. C'est très bien pour faire des ponctions, parce que quand on a un problème, souvent, on va en chercher un petit peu. Et là, on peut s'orienter très bien. Donc les réactions adverses au matériel, on va avoir les anomalies avec le métal. Donc vous voyez une espèce de grosse poche ici, qu'on voit très bien sur le scanner, pour peu qu'on regarde les parties molles. Alors effectivement, si vous regardez avec la fixation, ça va fixer. L'échographie nous permet en un instant de voir toute cette hypertrophie synoviale, de voir que finalement c'est pas très vasculaire, on peut très bien faire des biopsies, et quand on envoie les prélèvements, on voit que c'est lié au dépôt. Un autre cas où on voit qu'on a une usure de l'implant avec la portion de PE. On a une grosse masse qu'on retrouve également très bien au scanner. On compare avec l'échographie, on a une masse très rénitante, quelque chose qui, quand on fait une IRM, va donner des anomalies de signal qui sont tout à fait suggestives d'une agrégation de matériel et de dépôt, qui sont confirmées à la biopsie également. Je finis en une minute sur le psoas. Bien sûr, la cupule qui déborde, c'est un facteur très important pour le conflit avec le psoas. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les oreilles de Mickey à l'échographie. Bon, l'IRM, je l'ai mis, mais c'est l'examen qu'on va chercher en premier. Et ensuite, on va aller appuyer sur le patient. On va aller chercher des anomalies au niveau du tendon. Et dans la périphérie du tendon, on va chercher une cause, alors éventuellement la cupule qui dépasse, mais également des fois un éperon osseux ou d'autres anomalies, un morceau d'implant qui dépasse, un plot. Et est-ce que le PE, est-ce que l'implant avec sa pièce intermédiaire peut entraîner des conflits? Donc je vous laisse cette image ici où on voit parfaitement que le tendon du psoas vient s'écraser ici. Quand on appuie, c'est exactement là, on reproduit la douleur de la patiente. On a fait quelques arthroscans pour s'assurer que c'était bien le PE. On a même fait des manœuvres ex vivo. C'est bien ce qu'on voit ici, c'est bien le PE. Ce qu'on voit ici, c'est bien la tête fémorale.
et quand on regarde, on voit parfaitement bien ce débord du PE qui vient s'écraser sur le tendon. Voilà, on pourrait faire plein d'autres digressions sur les parties molles, les anomalies comme par exemple les conflits avec le TFL, les anomalies nerveuses. J'en ai eu, celle-là c'est le cas de la veille, avec un névrome du nerf cutané latéral qui fait mal à la patiente. Donc on peut voir plein de choses. Maintenant, premier examen scanner, quand on n'arrive pas à répondre, on s'oriente, échographie ou IRM. Le cone beam n'est pas tout à fait prêt encore à mon avis au niveau du bassin, et l'intelligence artificielle, je pense que vous avez déjà commencé à y travailler avec les radiographies. Voilà, on a un beau couteau suisse pour travailler, je vous remercie.